Monsieur le maire, chers collègues, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre rapport d'orientation budgétaire a été mal imprimé parce qu'il y manque justement les orientations budgétaires. Avouez que c'est ballot. Alors je suis allée vérifier dans les rapports des années précédentes et effectivement nous avions une présentation relativement détaillée des choix que vous alliez ensuite exprimer au moment du vote du budget. Là, c'est vrai que c'est tout à fait compliqué de savoir quoi penser de ce rapport. Et d'ailleurs, c'est bien l'esprit du Code général des collectivités qui impose un délai entre le débat d'orientation budgétaire un peu précis, puis le vote du budget. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous rassurer, et surtout la droite brestoise, qui semble un peu catatonique et un peu effrayée par le monde qui nous entoure, les finances de la ville de Brest sont visiblement suffisamment saines pour vous éviter ce douloureux coup de rabot sur les personnels et les subventions aux associations que vous vous apprêtiez à commettre en dépit de toute valeur de gauche. Alors je voudrais qu'on prenne là le rapport que vous avez très certainement tous sous les yeux et que nous regardions un peu de plus près les chiffres que vous nous fournissez. Alors tout d'abord, vous noterez notamment à partir des pages 22 et 23 que les tableaux qui concernent nos finances sont, par erreur sans doute, pour certains amputés de plusieurs années. En effet, si la plupart d'entre eux couvrent la période 2009-2016, on en trouve qui ne couvrent que 2010-2016 ou 2012-2016 ou encore 2013-2016. Je ne parle même pas des différences d'échelle d'un tableau à l'autre. Je serais une femme méfiante que je penserais qu'on veut nous proposer une lecture orientée de ces chiffres. C'est pourquoi je me suis permise de compléter les tableaux avec les sources de vos propres données et celles présentes sur le site finance.gouv.fr. Donc je vais vous proposer, comme ça tout le monde aura sous les yeux les chiffres dont je vais vous parler. Pour faire passer. Paris. Alors pendant que les feuilles circulent, je vais vous montrer un truc assez rigolo. Hop. Ça, c'est le tableau de la page 22 qui nous montre ce sur quoi Madame Abivin a tout à l'heure fait lourdement insister, c'est notre capacité d'épargne brute. Vous savez, c'est ce qu'on arrive à peu près à mettre de côté entre les recettes et les dépenses. Ce tableau descend. Il commence en 2012 et effectivement, il y a érosion à partir de 2012 de cette capacité d'épargne brute. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on couvre l'intégralité de la période que vous avez choisie, 2009-2016, c'est assez magique. Je vous montre à tout le monde. Mais en fait, le tableau ne diminue pas. Il y a une anomalie en 2012 qui fait qu'il y a un pic, mais on est largement aujourd'hui au-dessus du niveau de 2009 et de 2010. Donc le fait de vouloir ainsi proposer des tableaux un peu tronqués est problématique. Alors, sur les tableaux qui circulent, j'ai choisi de couvrir la période 2009-2016, qui était celle que vous aviez choisie, et avec les mêmes indicateurs que les vôtres, et on va tenter de les croiser un petit peu pour retirer de l'information. Alors, on va prendre le tableau numéro 1. Donc, c'est celui dont je viens de parler. Donc, vous annonciez... Donc, on était à 2009, on était à 10 millions d'épargne brute. Je suis allée voir, du coup, ce qui était dit dans le débat d'orientation budgétaire 2010 de cette épargne brute. Est-ce que, lorsqu'elle était inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous la considériez bonne ou mauvaise ? Eh bien, dans ce rapport, vous estimez que tout va bien, que les finances vont bien, que l'épargne brute est rétablie et qu'on est dans une bonne dynamique. Nous pouvons donc être rassurés par vos propres propos. Avec 14,8 millions en 2016, notre épargne brute est donc tout à fait saine. Ce serait tout de même dommage qu'un tableau tronqué induise ainsi en erreur, au point d'envisager de supprimer des postes et des subventions. Alors pour les autres tableaux qui circulent, on notera plusieurs choses. D'abord, si la population, j'ai choisi pour la population l'indice INSEE, bien entendu, et tout le monde sait, ça a été largement relayé, elle baisse depuis de nombreuses années, même si la baisse c'est un peu ralenti. En revanche, le produit des recettes fiscales augmente sur la période 2009-2016, ce qui montre que les habitants payent plus d'impôts par foyer fiscal. De la même manière, la DGF diminue, effectivement, de façon régulière depuis l'élection de François Hollande, mais on constate avec le tableau numéro 3 que le produit DGF plus recettes fiscales est globalement stable, ce qui prouve bien que la montée de l'un a compensé la baisse de l'autre. D'ailleurs, le tableau de synthèse, qui est le tableau numéro 5 dans les feuilles qui circulent, montre bien que les recettes ont augmenté sur la période et elles ont augmenté plus fortement que les dépenses. La différence entre les deux passant logiquement de 10 millions, à savoir notre épargne brute en 2009, à 14,8 millions en 2016.
On peut donc résumer la situation de la ville. Avec moins d'habitants, mais plus de recettes, et avec proportionnellement moins de dépenses, avec une épargne brute largement supérieure à celle de 2009, avec une dette passée de 71 millions à 42 millions et des taux d'intérêt au plus bas, les finances de notre ville vont bien mieux qu'en 2009, ou lorsque, d'après vous-même, elles allaient déjà bien. On comprend d'autant moins les mesures d'austérité qui ont fuité en décembre et qui visent particulièrement les compétences de la ville. Notre ville est une ville absolument formidable. C'est vraiment le moment d'investir, de soutenir les personnels municipaux qui sont engagés, de soutenir les postes et de soutenir les investissements dans les équipements. Merci.